vois, pour la prochaine vidéo, je me disais que ce serait pas mal de traiter de quelque chose dont on n'entend pas souvent parler. Oui. Et... Une petite idée, comme ça. C'est une bonne idée. Tu penses à quoi? Bah, je pensais à l'Antarctique. Ah oui? Pourquoi? Je pensais à l'Antarctique parce que il y a une petite histoire intéressante là-dedans. Ah bon? Le continent est officiellement découvert en 1820, mais il est présent sur des cartes de la Renaissance. Ah oui, c'est très étonnant. Je pense que ce serait pas mal qu'on s'intéresse à ça. Absolument. Tu crois pas? Levons l'ancre et larguons les amarres. Allez, générique. C'est parti. Pourquoi est-ce qu'un continent découvert en 1820 est-il représenté dans des cartes de la Renaissance? Alors, n'y voyez pas là un complot des francs-maçons ou encore de la CIA, cela n'a strictement rien à voir. C'est à la fois plus simple et un peu plus complexe. Notre sujet nous amène dans la Grèce antique. Et oui, depuis le temps qu'on fait des vidéos, il était peut-être temps de parler des Grecs. Au 5e et 6e siècle avant Jésus-Christ, les pythagoriciens, c'est-à-dire l'école de pensée de Pythagore, dont vous avez tous entendu parler, vont défendre la sphéricité de la Terre à partir de la perfection de la sphère par rapport aux autres volumes. Il fallait donc que la Terre ait un volume parfait. Bon, il faut se mettre dans la pensée de l'époque. Puisque la sphère est le volume parfait par excellence et que la Terre est forcément parfaite, alors la Terre est une sphère. Voilà. Bon, pour l'époque, c'est logique, hein. 2 siècles plus tard, Aristote va démontrer la sphéricité de la Terre à partir de ses observations des éclipses lunaires. En effet, il constate que la Terre forme une ombre en forme d'arc de cercle sur la Lune pendant les éclipses. Et donc cela montre que la Terre est bel et bien une sphère. Du coup, contrairement aux idées reçues, durant l'Antiquité et le Moyen-Âge, on ne pensait pas que la Terre était plate. Du moins, parmi les gens qui avaient un minimum de culture. Le traité de Sacrobosco du XIIIe siècle est clair sur ce point, la Terre est une sphère. Mais il est vrai que la sphéricité de la Terre ne justifie pas pourquoi l'Antarctique est représentée dans des cartes de la Renaissance. Et bien pour comprendre cela, il faut retourner à ce qu'a dit Aristote. Selon Aristote, pour que notre belle planète soit une sphère parfaite, il faut qu'il y ait un équilibre des masses continentales entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Il va même jusqu'à théoriser la symétrie du globe. Selon Aristote, les corps se précipitant également de toutes parts des extrémités vers un seul centre, il a fallu nécessairement que la masse devint partout entièrement pareille. Il expliquait ainsi la sphéricité de la Terre par l'équilibre des masses, c'est-à-dire par la même quantité de terre dans l'hémisphère nord que dans l'hémisphère sud. Le philosophe défend la symétrie du globe dans le chapitre 5 du livre 2 des météorologies. Il doit y avoir une Terre qui soit, par rapport au pôle sud, comme le lieu que nous habitons. Ainsi, Aristote pense qu'il existe un continent antarctique qui permettrait l'équilibre et la symétrie de la Terre. Par la suite, c'est Claude Ptolémée qui, au IIe siècle, va approfondir les théories d'Aristote, compiler les connaissances géographiques de l'Empire romain et de l'Empire perse pour proposer une cartographie du monde. Pour Ptolémée, cette Antarctique est forcément rattachée à l'Afrique et à l'Asie, une sorte de couloir qui relie les deux continents. Et c'est cette représentation du monde qui va perdurer pendant les siècles qui suivent. Pendant le Moyen-Âge et une partie de l'époque moderne, Aristote et Ptolémée sont les principales références scientifiques, du moins jusqu'au XVIe siècle. Voilà pourquoi l'Antarctique est représentée sur des cartes du Moyen-Âge et de la Renaissance. C'est plus une représentation d'une hypothèse que d'une réalité observée. Et comme ce continent n'avait toujours pas été découvert, on lui a donné le joli nom de Terra Australia Incognita, autrement dit la Terre du Sud inconnue. Je vous rappelle que pour Ptolémée, la Terra Australia Incognita formait un couloir reliant l'Asie à l'Afrique. Et lorsque l'Amérique fut découverte, on a dit que l'Amérique était aussi rattachée à la Terra Australia Incognita. Sauf qu'en 1497, Vasco de Gama franchit le cap de Bonne-Espérance et atteint les Indes par le sud. Donc aucune terre ne relie l'Asie à l'Afrique.
Plus tard, lorsque Magellan trouvait un passage vers le Pacifique au sud de l'Amérique, force est de constater que la Terra Australia Incognita n'était pas reliée à l'Amérique. Mais il indiqua avoir observé une terre plus au sud. Serait-ce alors le continent mythique? Eh bien non. Il fallut attendre Francis Drake pour comprendre que Magellan avait en fait observé la Terre de Feu. Mais les navires de Magellan firent le tour du monde, et au moment de joindre l'océan Pacifique à l'océan Indien, l'équipage avait observé des terres à l'horizon. L'hypothèse la plus simple était donc de dire qu'il s'agissait de la Terra Australia Incognita. Après tout, Ptolémée avait déclaré que ce continent se situait à cet endroit. Bon, vous vous doutez bien qu'en fait, cette hypothèse était complètement fausse. Il s'agissait en réalité de l'Indonésie. Donc rien à voir. Sauf que la recherche ne s'arrête pas là pour autant, puisque des navigateurs déclarent avoir observé une vaste terre plus au sud. L'Australie avait déjà été observée depuis le XVIe siècle. En 1587, Mercator l'a même représentée comme étant une partie de la Terra Australia Incognita. Et je vous rappelle que l'objectif est de trouver un continent austral qui ferait un équilibre entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Donc même si on l'a toujours pas observé, on continue de le représenter sur les cartes. En 1606, Willem Janszoon posa le pied sur l'Australie et commença à cartographier. Mais le territoire est tellement vaste qu'on est à ce moment-là persuadé d'avoir enfin découvert la Terra Australia Incognita, d'où le nom d'Australie. À ce moment-là, l'Australie est considérée comme partie intégrante d'un continent encore plus vaste, un continent hypothétique qui s'étendrait jusqu'au milieu du Pacifique et jusqu'au fin fond de l'hémisphère sud. En 1642, Abel Tasman fit le tour de l'Australie, démontrant ainsi que l'île n'était pas reliée à un continent encore plus vaste. Au passage, il découvrit la Nouvelle-Zélande et la Tasmanie. Du coup, retour à la case départ. On recherche à nouveau cette fameuse Terra Australia Incognita. Et en 1772, la couronne britannique missionna le capitaine James Cook pour qu'il prouve l'existence ou l'inexistence de ce continent mythique. En 1772, James Cook fut missionné pour découvrir la Terra Australia Incognita. Déterminé à démontrer l'existence ou l'inexistence d'un tel continent, il effectua des allers-retours entre l'équateur et le cercle polaire. Mais bien qu'ayant traversé le cercle polaire à 3 reprises, James Cook ne découvrit pas l'Antarctique, car il fut constamment bloqué par les glaces. Il n'était pourtant qu'à 130 km de son objectif, mais selon lui, la Terra Australia Incognita ne resta qu'un mythe. Pour James Cook, ce continent n'est qu'un mythe. Il a traversé le Pacifique et l'océan Indien en long, en large et en travers, et aucune trace de la Terra Australia Incognita. Journal de bord. 1 an que je fais des ronds de l'équateur jusqu'au cercle polaire. Après 3 fois que j'ai traversé le cercle polaire, force est de constater qu'il n'y a aucun continent et qu'on s'est planté depuis le départ. En revanche, j'ai compris que le citron vert c'est efficace contre le scorbut. PS, il n'y a plus de rhum. Pourtant, s'il avait pu continuer ne serait-ce que 130 km plus au sud, il aurait découvert l'Antarctique. Comme quoi, une grande découverte, ça tient parfois à pas grand-chose. Et ils sont nombreux les explorateurs qui savent que James Cook n'a pas tout exploré, puisqu'il reste les eaux au-delà du cercle polaire. 50 ans plus tard, 3 navigateurs se préparent pour explorer cette zone polaire. Alors, ils ne forment pas une équipe, ils sont même clairement concurrents. Ils vont partir chacun de leur côté. Mais en 1820, les 3 découvrent l'Antarctique à quelques mois, voire à quelques jours d'intervalle. Et c'est à l'amiral russe Bellinghausen que l'on attribue la découverte de l'Antarctique le 27 janvier 1820, soit 3 jours avant le britannique Bransfield. Et ce sont des Français qui posent les premiers le pied sur l'Antarctique en 1840. Mais gardons pour nous nos cocoricots puisque ce n'est qu'une version officielle. On sait aujourd'hui que des chasseurs de phoques avaient déjà accosté sur la péninsule antarctique, au sud de l'Argentine. Mais préférant garder leur zone de chasse secrète pour éviter la concurrence, ils ne s'en étaient pas trop vantés.
Les historiens estiment aujourd'hui que ce serait plutôt l'Américain John Davis qui fut le premier à poser le pied sur l'Antarctique en 1821. Maintenant que l'Antarctique est découverte, on ne va pas rester là à l'observer, même si c'est joli. La nouvelle lubie des explorateurs est d'atteindre le pôle Sud. D'autant plus qu'explorer une zone polaire, ce n'est pas comme une douce promenade dans le Périgord. La zone est particulièrement hostile, comme si elle ne voulait abriter aucun être humain. Et pour l'explorer, il faut traverser des montagnes, des glaciers, traverser des déserts de glace et subir un vent si froid qu'il vous brûle la peau. Surtout qu'en Antarctique, les nuits polaires durent 3 mois, du mois de mai jusqu'au mois d'août, et que les températures peuvent descendre jusqu'à moins 90 degrés. Entre 1897 et 1898, le navire le Belgica et son équipage passèrent 15 mois dans les eaux polaires. Un hivernage complet donc. Ils y récoltèrent des informations indispensables pour la suite des expéditions vers le pôle Sud. En octobre 1911, le Norvégien Roald Amundsen et le Britannique Robert Falcon Scott se lancèrent dans une course pour atteindre le pôle Sud. Roald Amundsen avait l'expérience des expéditions polaires. Après une traversée de 54 jours, il atteignit en premier le pôle Sud grâce à des chiens et des traîneaux. Son concurrent, Robert Falcon Scott, arriva à destination un mois plus tard mais mourut sur le chemin du retour. Au total, Amundsen parcourut un trajet aller-retour de 2824 km en 92 jours. Le continent antarctique a cette particularité d'avoir été imaginé avant d'avoir été découvert. C'est le dernier continent découvert et exploré. Par la suite, l'humanité va se lancer dans de nouvelles aventures et de nouvelles explorations, dans les fonds marins, les airs ou encore dans l'espace. Mais ça, c'est une autre histoire.